Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut, il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique, peut-être les idées, parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Mais mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Oui. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Au nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée, mon honneur atteint. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de tous nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. On l'élimine et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Vous êtes fier de porter ce nom, Sankara? Bon, c'est lourd à porter, mais je porte, comme on dit. Et il est là. Est-ce que vous avez pardonné? Très souvent, je n'ai pas envie d'entendre parler de Thomas Sankara parce que à chaque fois, ça me fait tellement mal. Et je ne peux pas m'empêcher d'être en colère, rempli de rancœur et j'en passe. Durant le procès de Blaise Compaoré en 2022, il y avait un des intervenants qui avait déclaré qu'en assassinant Thomas Sankara, il avait fait reculer le Burkina Faso de 30 ans. C'est faux. Compaoré a fait reculer le Burkina Faso de 80 ans et a détruit tout un peuple. Donc je ne peux pas m'empêcher de maudire Compaoré vivant comme mort. Maudire même sa lignée, ses ancêtres et ses descendants. Ils vont devoir réparer ce que leur fils a fait comme dégâts. Certains vont dire non, il ne faut pas impliquer ses enfants, sa descendance. Ils sont innocents. La bonne blague. Les enfants de Sankara étaient aussi innocents. La femme de Sankara était aussi innocente. La garde rapprochée de Sankara était innocente. Les populations du Burkina Faso étaient innocentes. Ça ne les a pas empêchés de souffrir. Ça n'a pas empêché à ce qu'on les massacre. Et je ne vois donc pas en quoi les descendants d'un individu qui a fait tout ça vont être innocents. Ce n'est pas possible. Quand ils profitaient du système, il n'y avait pas de remise en question de leur statut. Donc quand il faudra payer, ici, comme dans la mort, comme dans la prochaine vie, on ne veut pas entendre les pleurs d'une bolée. Tout comme on assume souvent de recevoir un héritage de richesse, de gloire. On doit assumer quand on hérite de la honte et de la trahison. Ils doivent réparer ça, laver leur nom. Je sais que je ne suis pas le seul à profondément souffrir quand j'entends parler de Sankara. Nous sommes nombreux, mais en permanence, on doit essayer de faire cet effort de mémoire. Sankara voulait diriger le pays sans voler. On l'a tué pour ça. Se faire souffrir et entendre et écouter cette histoire parce que ça fait mal. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, nous allons écouter un témoignage d'une des victimes vivantes de Blaise Compaoré. Elle s'appelle Mariam Sankara, l'épouse de Thomas Sankara. Je suis pressée de connaître la vérité, de savoir ce que les accusés vont dire, de savoir qui a fait quoi. Ça, c'est important pour moi. Et c'est important pour... vous savez qu'il a été assassiné avec 12 personnes. C'est important pour toutes ces familles. Blaise Compaoré est toujours à l'étranger. Bon, mais de toute façon,
s'il pense qu'il peut être heureux en fuyant comme ça son pays, parce que quand on a été responsable, on doit quand même assurer, avoir le courage d'assumer ses actes et de venir. Il fuit la justice, il ne veut pas venir. Il était très proche de votre mari. Comment se sont-ils connus? Moi, quand j'ai connu mon mari, ils se connaissaient déjà. Ils sont militaires. C'est dans le cadre voilà, de militaires qu'ils se sont connus. Mais ils étaient, quand je les ai connus, ils étaient très proches. Hein. C'était comme son meilleur ami? Oui, c'était son meilleur ami. Il venait même, Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut. Il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique. En fait, les idées. Parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Mais mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Oui. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Votre mari avait l'émancipation des femmes très à cœur. Il a beaucoup œuvré pour les femmes au Burkina Faso. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutiez à la maison? On en parle parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. Et vous connaissez les conditions de vie des femmes en Afrique. Et donc, ça le touchait. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé, qui a beaucoup essayé de défendre le droit des femmes. Ces idées réformatrices ne plaisaient pas à tout le monde. Est-ce qu'il vous avait fait part de craintes concernant sa sécurité? Il le cachait parce que pour lui, ce qui était essentiel, il voulait vraiment que le pays avance, qu'il y ait des changements qualitatifs dans le pays. C'était important pour lui. Et il pensait qu'il était avec une équipe aussi qui travaillait dans ce sens-là, qui avait les mêmes idées. Il savait qu'il courait à tout moment des risques. Il le savait. Il le savait. Il savait qu'il y avait des détracteurs de ce qui se faisait. Et c'est pour ça, certainement qu'il disait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup parce qu'il avait peu de temps pour ce qu'il a à faire. J'en arrive au 15 octobre 1987, le jour de ce putsch. Vous vous souvenez où vous étiez? Ce que vous faisiez ce jour-là? J'étais au service et une amie m'a appelé. Elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Bon. Ouais, coup de feu. Moi, là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelque temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants, qui me dit de monter. Je monte et tout, et puis bon, voilà quoi. Ça tire. Et on est parti, nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus? C'est par le soir, par RFI, que j'ai entendu. Voilà. À ce moment-là, j'imagine que c'est le monde qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'on ressent, c'est difficile à croire. C'est difficile. Oui. C'est fait. Vous vous souvenez des derniers mots que vous avez échangés avec votre époux? Quand il m'a appelé au téléphone pour me dire que le soir, on devait recevoir des amis à la maison. Donc il vous a dit à plus tard, j'imagine? Oui, bon, c'est ça. Vos deux fils avaient 5 et 7 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants aussi jeunes? C'est pas facile, hein, parce qu'ils apprennent, vous savez. Ils ont su. J'ai pas pu leur dire, mais... Et après, des parents, des amis les ont pris pour me laisser... Voilà, pour me laisser me remettre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi le coup d'État? Je suivais beaucoup de persécutions. Oui, j'étais des cailloux dans ma maison, ma voiture a été cassée, et puis il y a une mesure qui est sortie que je ne devrais même pas
partir au-delà d'un certain nombre de kilomètres de Ouagadougou. Les enfants ne pouvaient même pas avoir des copains, ils ne pouvaient pas aller jouer. C'était vraiment difficile à vivre. Quelques mois plus tard, vous partez, vous passez finalement de première dame à maman célibataire avec 2 enfants en bas âge, à l'étranger, au Gabon, ensuite en France. Racontez-nous cette vie. À partir du moment où on est en exil, c'est l'exil. Ce n'est pas facile. Et non seulement vous êtes en exil, mais vous devez faire un deuil tout en élevant 2 enfants toute seule. Ah oui, c'est pas facile. On vivait dans l'anonymat. Par exemple, moi, même mes voisins, je ne dis pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Oui, donc les enfants aussi, c'était comme ça. Je vous raconte une anecdote et tout, peut-être que vous ne le mettrez pas. Et un jour, un de mes enfants, il était encore à l'école primaire. Alors, il avait son copain. Je lui dis, tu sais, comme c'est ton ami, tu peux lui dire qui tu es, qui était ton père. Il me dit, oh maman, c'est pas la peine. Et parce qu'il ne peut pas comprendre. Et parce qu'une fois, il a dit à un de ses amis qui dit, ah oui, que si ton père était président, alors moi, ma mère est la reine de l'Angleterre. Que vous êtes, comment on appelle ça, ton père était président et puis tu es dans cette école et vous habitez ici et c'est cette voiture que vous avez. Donc, voici qu'il ne peut pas comprendre que papa était un président, mais pas comme les autres. Donc, bon, ça va, c'est pas la peine, vous voyez. Y a-t-il des moments où vous avez pensé à abandonner ce combat pour la justice? Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, non. Non. Jamais, même dans les moments les plus difficiles? Non, non. J'aimerais vous demander comment on mène ce combat, comment on tient, sachant que les assassins de son mari et de tant d'autres personnes sont eux toujours en liberté et ne sont pas inquiétés. Petite note intéressante même, je trouve ça cynique, le fait que ce soit des journalistes français qui fassent ces interviews. Je ne peux pas m'empêcher de voir là une forme de moquerie, que ce soit vrai ou pas. Je ne peux pas m'empêcher de voir une forme de moquerie, puisque c'est la France qui a commandité la mort de Sankara. Compaoré était juste le mouton qui a exécuté. Vous n'avez jamais été dans la colère? Bon, ça peut arriver. Mais ça dit que cette colère-là, j'essaie de la dominer. Parce que révolter, j'ai jamais accepté. La mort de mon mari. Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Est-ce que vous avez pardonné les auteurs de cet assassinat? Vous nous avez parlé de la foi, la prière. Est-ce que ça permet de pardonner? Il faut la justice. Le pardon, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du cœur. On ne le décrète pas. Quel est selon vous l'héritage que Thomas Sankara a laissé au Burkina et plus généralement à l'Afrique? La dignité de l'homme africain, le respect de l'homme africain, il a été toujours défendu cette cause-là. Qu'est-ce qu'il voulait pour l'Afrique? Ce qu'il voulait pour l'Afrique, il voulait que l'Afrique se développe, soit indépendante et que l'Afrique soit respectée dans le concert des nations. Quand vous voyez qu'il inspire toujours les jeunes générations, au Burkina, en Afrique et même au-delà, qu'est-ce que vous ressentez? Ça me donne un réconfort. Et je me dis que, en fait, ce qu'il a vu, sa vision était juste. Et que c'est encore d'actualité. Et c'est réconfortant. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de l'état du Burkina? Je pense que comme tout le monde, nous sommes inquiets de voir ce qui se passe dans le pays, de voir qu'une bonne partie du pays échappe au contrôle de l'État. Ça lui aurait fait de la peine. Et le problème, c'est que ce n'est même pas au Burkina seulement, c'est dans tout le Sahel. Comment pensez-vous que Thomas Sankara aurait aimé qu'on se souvienne de lui? C'est quelqu'un en tout cas qui a aimé son pays, qui voulait le bonheur du peuple burkinabé et le bonheur des individus, le bonheur de la dignité des Burkinabés, des peuples africains. Vous êtes fier de porter ce nom, Sankara? Bon, c'est lourd à porter, mais je porte, comme on dit.
Et il est là. Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui au quotidien? Son absence, le fait qu'il ne soit pas là. Voilà, il n'est plus là. S'il nous entend, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'il peut être en paix, justice va être rendue. Enfin, pendant ces années et tout, qu'il m'a soutenu aussi. Et enfin, on va pouvoir arriver au bout de cette attente-là. On connaîtra la vérité. Vous dites qu'il vous a soutenu, ça veut dire que vous avez vraiment l'impression... Oui, vous parlez avec lui, il est là, pour vous, il a été avec vous, à vos côtés tout au long de ce combat? Mais oui. Il vous a jamais abandonné finalement? Oui. Sinon, je n'aurais pas tenu aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Non, malheureusement, la justice n'a pas encore été faite. Je rappelle ce qui s'est passé. En 2014, après 27 ans au pouvoir, Compaoré a été contraint de démissionner à la suite de manifestations populaires massives. En 2015, il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre lui pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. En 2022, il a été jugé par contumace pour l'assassinat de Sankara et il a été condamné à la prison à perpétuité. Et actuellement, Blaise Compaoré ne purge absolument pas sa peine parce qu'il a été jugé par contumace et il ne s'est pas physiquement présenté au Burkina Faso pour purger sa peine. D'ailleurs, il y a même des procédures judiciaires qui se poursuivent contre lui pour d'autres accusations et d'autres trucs qu'il a fait pendant son règne. Être jugé par contumace, ça veut dire que la personne est jugée en son absence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente au tribunal, soit parce qu'elle a refusé de venir, soit parce que la personne est en fuite dans un autre pays, ce qui est le cas par exemple de Blaise Compaoré. Et d'ailleurs, devinez qui lui a donné refuge? Alassane Ouattara, un autre, oui. Compaoré se trouve actuellement en Côte d'Ivoire où il vit en exil. Il s'est réfugié à Abidjan où il vit toujours comme un roi. D'ailleurs, en janvier 2016, il a même obtenu la nationalité ivoirienne, ce qui complique encore plus les procédures d'extradition. Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne après sa chute en 2014 à Ouagadougou. Ce fidèle allié d'Alassane Ouattara avait été accueilli à bras ouverts en Côte d'Ivoire où il vit désormais en exil et où l'on retrouve notre correspondante Anna Sylvestre Trainer qui est en direct avec nous d'Abidjan. Anna, la rumeur courait depuis un moment, mais cette fois c'est officiel, Blaise Compaoré est bien ivoirien. Oui, ce sont quelques lignes, Pauline, quelques lignes qui étaient passées inaperçues. Ces lignes, c'est un décret présidentiel paru au journal officiel du 18 janvier dernier. Un décret qui annonce que Monsieur Blaise Compaoré, à sa demande, a obtenu la nationalité ivoirienne. Un peu plus bas dans ce journal officiel, on apprend que François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé, a lui aussi été naturalisé. Alors, ces deux actes sont signés d'Alassane Ouattara et ils sont datés en fait de novembre 2014, c'est-à-dire moins d'un mois après la chute de Blaise Compaoré et son arrivée en exil à Abidjan. Donc, il massacre des gens. Il fait reculer le Burkina Faso de plusieurs décennies. Il est responsable de tout ce qu'il y a eu de pire au Burkina Faso depuis 1987. Et au moment de payer, il change sa nationalité et ça va. On veut qu'on oublie. On veut que les gens passent à autre chose. En Côte d'Ivoire, il est totalement libre. Hein. Il vit sous la protection des autorités ivoiriennes. Donc, malgré qu'il ait été condamné à la prison à perpétuité en avril 2022 au Burkina Faso pour l'assassinat de Thomas Sankara, la Côte d'Ivoire refuse tout simplement de l'extrader. Parlant maintenant de sa nationalité, ils disent maintenant que voilà, il est ivoirien. Que Blaise Compaoré est ivoirien, on ne peut pas extrader un citoyen ivoirien. Il est allé une seule fois au Burkina Faso, brièvement, en juillet 2022, sous l'invitation du président de la transition, Paul-Henri Damiba. Ils ont parlé d'une tentative de réconciliation nationale. C'est ça même. De vous les bêtises. Dans une sale lettre présentée, lettre qui n'a même peut-être pas été écrite par lui, qui n'a même pas été lue par lui, c'est un de ses représentants qui l'a fait. Il appelle à l'unité nationale, au patriotisme, à la résistance face au terrorisme. Et il demande qu'on le pardonne pour l'assassinat de Sankara. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement
à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Compaoré, ancien président. Je vous jure que c'est parce qu'on est sur YouTube. Je suis en train de faire un effort considérable pour ne pas sortir des grossièretés, parce que ça va faire bannir la vidéo. Donc je vais juste dire ceci, que Blaise Compaoré soit maudit à jamais, lui, ses ancêtres et sa descendance. Et tant que sa lignée n'aura pas réparé les torts qu'ils ont commis, qu'aucune paix ne leur soit accordée, aucune, de leur vivant comme dans leur mort. On pense souvent que la vie est sur terre, mais quand on meurt, c'est là même que ça commence. Il verra ce que va lui réserver les ancêtres. Et quand il va mourir, il ira faire face à son ancien ami là-bas et à la lignée de Sankara. Ce que je viens de dire, c'est le sort que je demande à tous les traîtres de l'Afrique et du peuple noir. Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je m'étais rendu à Cotonou pour avoir la littérature, comment eux ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là au conseil autour de 16 heures. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara qui arrivait à la dernière minute. À peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps et voilà des crépitements comme la pluie et puis c'est parti. Le PF dans un sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là les mains en l'air. La précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films western, et il a été cueilli à froid. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Militant des comités de défense de la Révolution à l'université,
Alouna Traoré, comme beaucoup d'autres jeunes, a bénéficié de la confiance du président Thomas Sankara pour officier à la présidence du Faso. Cette rencontre changera le cours de sa vie. Un fait marquant, un jour, il y a un de nos camarades, le camarade de paix à son âme, Kiemde Frédéric, qui était aussi des nôtres le 15 octobre, a fait un mariage. Donc, à cela, à l'époque, je me suis laissé aller un peu aux alcools et ça a été très rapidement rapporté au président. Bon, lundi, nous avions réunion des départementaux. Alcoolisé samedi, je ne pouvais pas être présent à la rencontre. Donc, ce n'est qu'à la réunion du jeudi que je suis revenu au bureau. Mais moi, j'avais oublié que je prétestais d'une maladie qui n'existait pas, une maladie imaginaire. Et la première fois quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il me dit, mais Alouna, c'est comment, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit, mais vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas dans la révolution. On va apporter des correctifs. On va s'améliorer et servir les masses et le peuple. Vous venez et dans peu de temps, dans 10 ans, les Alouna seront les monopoles, auront le monopole de la boisson frelatée. Et il a passé tout le monde en revue. J'avoue que ce jour-là, ça m'a fait quelque chose. C'était l'étincelle. Moi, je suis du Nord. Au Nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée. Mon honneur atteint. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de boire, de fumer et de m'engager résolument. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault. Réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine, et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. Si les dirigeants oublient le peuple se chargera d'eux. Le Burkina Faso, pour la petite histoire, est un pays d'hommes, au vrai sens du terme. Depuis l'esclavage, la coloniale, le néocolonialisme, ce pays-là est un pays d'hommes. D'hommes avec grand H, avec tous les attributs. Suivez mon regard, c'est inadmissible qu'au pays de Thomas, on amène 150, 200 personnes pour attraper 2 lièvres. Je parle des terroristes. C'est inimaginable. Donc, c'est des questions actuelles. Le mémorial parlera de la bravoure, de l'audace, de la ténacité de Thomas. Quelqu'un a dit un jour, buvez du vin parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Et puis, faites de la vie une fête parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc, point de peur. Si vous avez connu Thomas en bien, en positif, en tout, venez témoigner pour la postérité. Parce que au tribunal de l'histoire, comme Ibrahima Kaké, un grand historien de l'Afrique, a dit, tous les témoins ont la parole. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit, je ne peux pas m'empêcher d'être triste.
Oh,